Bienvenue à la causerie de ce vendredi matin avec sur ce plateau Firmin Sossou qui est journaliste. Bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation comme d'habitude. C'est un devoir. Et sur ce plateau, notre invité spécial de la matinale, Gildas Tony, merci d'être toujours avec nous. Vous êtes secrétaire général de la Ligue des leaders du littoral certifié PT. Vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste et vous êtes enseignant. Merci une fois encore d'être là. Je vous en prie. Alors, Firmin Sossou, le gouvernement béninois, à travers le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, et le ministre de l'économie et des finances, a rendu public un communiqué pour pouvoir liquider les logements sociaux qui ont été inachevés, bien sûr, dans le cadre du programme 10 000 logements. C'est un programme qui a été initié par le régime du président Boni Yayi. De quel œil voyez-vous un tel programme du gouvernement actuel? Je crois que c'est une bonne nouvelle parce que je crois avoir entendu qu'il s'agira de mettre à la disposition de ceux qui ont les moyens. Il s'agit de ceux qui ont un revenu faible, selon ce que j'ai entendu. Ces logements sociaux qui, avouons-le, n'ont pas été bien construits. Bien construits du moins, ça, parce qu'en son temps, il y a eu une polémique autour de ça. Il s'agira d'une vente aux enchères, si je ne me trompe pas, selon le communiqué conjoint des deux ministres. Et je crois que ce serait très bien parce que quand les gens vont acheter à l'État, ils vont essayer de faire des aménagements possibles à leurs frais et ça va quand même amener une animation de ces localités et les populations seront plus à l'aise. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils pourront, parce qu'ils vont faire les visites de terrain, et faire leur choix et maintenant déposer leur offre selon ce qu'ils ont comme moyen sous pli fermé. Et ce n'est qu'après ça que le gouvernement va étudier les offres et voir à qui il faut attribuer ces genres de logements sociaux. Mais ce que je souhaiterais vraiment, c'est que ce soit attribué à des gens quand même qui n'ont pas vraiment les moyens, qui ont revenus faibles et qui quand même veulent avoir ou rester, et que ça ne soit pas donné ou bien attribué à des agences qui vont revendre cher, que ça ne soit pas donné quand même à des gens qui ont déjà des moyens, qui ont déjà construit un peu partout à Cotonou et qui vont encore prendre ces logements sociaux au détriment de ceux qui n'ont pas les moyens et qui cherchent quand même à vivre quelque part où il y a la quiétude. Donc si le gouvernement peut essayer de voir pour que ça soit vraiment du social, ce serait très bien. Oui, on reviendra sur la procédure de vente. Gildas Tony, dites-nous, pourquoi l'État a choisi cette option de liquidation? Non, je crois que la raison, elle est simple. Elle est simple parce qu'il y a très longtemps que ce projet a été initié, oui, et depuis, les logements ne sont pas encore occupés. Oui. Donc il faut trouver une formule pour que l'investissement soit amorti. Et lorsqu'on va confier ces logements sociaux, comme le communiqué l'a souligné, à ces entrepreneurs ou tous ceux qui seront intéressés, je crois que le Béninois qui souhaite se l'approprier, qui souhaite occuper ces logements sociaux, pourra quand même le faire parce que ça a trop duré. Et quand vous suivez les reportages, les différents reportages qui sont faits sur ces logements sociaux, on se demande est-ce qu'on peut engloutir tant de millions et laisser dans cet état-là. C'est devenu pratiquement des lieux de débauche pour certains, des lieux d'insécurité pour les populations environnantes. Il faut tout faire pour occuper ces lieux. Donc je crois que le gouvernement est dans cette dynamique-là de faire occuper ces logements sociaux par les populations qui sont dans le besoin. On sait que quand on circule dans les villes où il y a ces logements sociaux à Bomey-Calavi, Lokossa, ainsi de suite, on se rend compte même des actes de détournement ou encore de mauvaise gouvernance sous nos cieux ici au Bénin. Est-ce une manière de corriger un peu les faiblesses de la gouvernance actuelle? Actuelle, vous dites? De la gouvernance passée. Pardon, oui, pardon. Non, je crois que c'est... Connaissant un peu le principe du chef de l'État qui est là, je crois qu'il doit être forcément dans cet élan-là. C'est pour corriger la mauvaise gouvernance que nous observons un peu partout. Vous savez, notre pays a été dirigé pendant les 10 dernières années par... pratiquement, c'est une gabégie. Hein. Le Bénin a connu une gabégie financière. Donc, je crois que le président est dans cet élan de corriger un peu le tir. Firmin Sossou, même question.
Oui, bon, je crois que c'est une bonne initiative qui vise à corriger tout ce qui a été fait de mauvais. Si, comme je le disais, si ceux qui vont prendre ces logements sociaux arrivent à les pas faire, oui. Du moins ça n'est pas fait pour que cela soit vraiment habitable, ce serait très bien. Mais c'est l'objectif, non, me semble-t-il, lorsque des particuliers viennent et ils font leurs offres et après ils détiennent la propriété maintenant, enfin, lorsqu'ils détiennent les rênes maintenant de ces maisons, ils vont les réfectionner pour que cela soit habitable. Non, désormais pas des humains, puisque ce sont des reptiles qui s'y promènent depuis. Je pense que c'est l'objectif, mais il faut avouer qu'au départ, ces logements ont les mêmes standings. Est-ce que ceux qui vont prendre actuellement ces logements sociaux vont tout faire pour que ça soit les mêmes, c'est-à-dire les réflexions qui seront faites soient les mêmes et que cela soit toujours dans la même logique que ce qui a été fait au départ? C'est là, moi, mon questionnement. Si on peut trouver quand même... Mais ça me paraît un peu difficile et ambigu, je dirais, parce que, vous voyez, est-ce que ce serait... Là, ça? Non, est-ce que ce serait... Les logements seront attribués, par exemple, à des agences qui vont encore réfectionner et vendre, ou bien ce serait attribué directement à des individus? Parce qu'il y a cette difficulté. Si ce serait attribué à des agences qui vont acheter, ou bien des entreprises qui vont acheter et faire la réfection et puis revendre encore, ça reviendrait encore cher parce qu'ils vont chercher à avoir des bénéfices, ils vont chercher à faire du profit, donc ce serait encore difficile. Mais si c'est que ces logements seront libérés à des individus, des personnes physiques qui vont mettre les moyens pour faire les réfections qu'il faut, je pense que ce serait aussi bien du côté social, mais il est à craindre que ces logements ne reçoivent pas toutes les touches possibles pour être dans les normes. Alors, la question que je posais, c'était de savoir si cette initiative du gouvernement peut permettre maintenant d'oublier un peu le passé, c'est-à-dire les actes de corruption, de mauvaise gouvernance du passé, à travers l'image même du pays. Bon, l'initiative en elle-même ne pourra pas nous permettre d'oublier cela parce que les habitudes ont la peau dure. Ce qui serait mieux, c'est la rigueur. Ce serait la rigueur que le gouvernement aurait vis-à-vis de ceux qui sont appelés à exécuter de tels projets. Parce que n'oubliez pas, il est annoncé dans le projet de société et puis qui a été traduit en programme d'action du gouvernement, la construction d'autres logements sociaux. Je pense que ce serait 20 000 logements. 20 000 logements. Le lancement pour la première phase a été fait à Calavi, à Wedo, si je ne me trompe, sous la présidence du ministre José Tonato. Et je crois que si, à travers l'exécution de ces travaux sous le régime du nouveau départ, ça peut ne pas amener des détournements, ça peut ne pas amener une forme de malgouvernance, ce serait très bien. Et ça va nous faire, c'est ça surtout qui va nous faire oublier ce qu'on a connu dans le passé. Mais je ne peux pas rester sur ce plateau pour répondre à cette question. Parce que je vais rester strictement lié au communiqué. Oui. Et je n'ai pas eu trace de ce raisonnement dans le communiqué. Donc il ne serait pas prudent que je prenne ici maintenant la parole pour dire que c'est pour telle fin. Ce que je sais, ma lecture des faits, la première ambition du gouvernement en place, c'est de faire occuper ces logements sociaux qui sont laissés comme ça. C'est de les faire occuper par les Béninois qui sont dans le besoin. Donc moi, je crois que c'est la première lecture que j'ai faite d'abord du communiqué que les deux ministres ont passé sur les ondes. Donc dire que c'est peut-être dans l'objectif de recueillir des moyens financiers pour commencer les 20 000 logements, je crois que non. Je ne pourrais pas le dire. C'est vrai que sur cet aspect, les programmes de construction des 20 000 logements, les ressources financières ont été mobilisées et puis c'est déjà peut-être bouclé. Mais alors, est-ce que ça n'a pas aussi des avantages économiques, même sur d'autres plans? Je n'ai pas bien compris la question. La nouvelle décision là, de liquider les logements sociaux du passé, est-ce que ça n'aura pas aussi des avantages économiques pour l'État? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence puisque l'État, le régime de fait avait déjà investi
des centaines de millions, voire des milliards qui sont là, qui sont pas... On n'a pas amorti l'investissement. Donc, si l'opération, le choix que le gouvernement actuel a fait, si on arrive au thème, c'est-à-dire à la finalité de ce choix-là, c'est que forcément plutôt, il aura d'entrée. Il aura d'entrée dans les caisses de l'État. Et ça va forcément servir pour d'autres fins, toujours dans le social. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Au plan économique, le gouvernement va quand même recouvrir et trouver des moyens financiers à travers ce qui serait fait. La vente de ces logements sociaux aux enchères permettra d'avoir un montant non négligeable. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'en dehors de l'aspect économique, la vente aux enchères de ces logements, quand les gens vont commencer par habiter, ça va amener un peu la sécurité dans ces zones, parce que aujourd'hui il y a de ces habitations qui servent de lieu de refuge pour les divorcés sociaux. Donc je pense que quand ces logements sociaux seront vraiment mis à la disposition, des populations qui vont commencer par à y habiter et pas à y résider, les gens, les quartiers dans lesquels ils sont logés, du moins vont commencer par connaître une bonne circulation en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, et la quiétude reviendra dans cette zone. D'accord. Où parfois il y a des actes de vandalisme. Très bien, on va évoluer dans le débat de ce matin. Hier, 28 février, c'était la journée mondiale sans Facebook. Tenez-vous tranquille. On sait que Facebook, c'est l'un des réseaux sociaux, en tout cas les plus prisés aujourd'hui par la jeune génération. Est-ce que vous pouvez passer une journée sans aller sur les réseaux sociaux, Filmer? Moi, en tant que journaliste, je ne peux pas passer une journée, du moins sans aller sur les réseaux sociaux. Et parfois, lorsque mon appareil Android a des problèmes, c'est que je tombe malade. Gilles Dastoni, même question. Vous pouvez passer une journée entière sans aller sur les réseaux sociaux du tout? Non, quand vous globalisez les réseaux sociaux, je ne pourrais pas. Mais spécialement Facebook, moi je peux faire 3 mois sans aller sur Facebook. Mais les réseaux sociaux, vous en avez forcément besoin. Oui, c'est une évidence. Alors, étant donné que Facebook fait partie justement des réseaux sociaux, on va faire le débat de façon globale. Oui. Quelle est aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux dans la vie de tous les humains, que ce soit béninois, africain ou pas? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai, le thème a évolué. Sinon, au départ, bon, WhatsApp et tout ça, là, on appelle ça médias sociaux. Aujourd'hui, il y a les groupes sur WhatsApp où on anime, on échange. Mais en matière parlant de réseaux sociaux, le plus en vue, c'est Facebook. Aujourd'hui, Facebook réunit près d'un milliard de personnes partout dans le monde. Et je crois que Facebook, en l'occurrence, a vraiment un impact sur la vie des populations. Aujourd'hui, avec Facebook, vous pouvez passer un communiqué sur Facebook. Plusieurs personnes seront informées de ce que vous publiez comme information. Vous pouvez faire du commerce sur Facebook. Vous pouvez être un acteur de la communication sans avoir créé, par exemple, une entreprise de communication de façon formelle. Vous pouvez quand même essayer d'avoir de l'argent, de gagner votre vie sur Facebook. Facebook également peut être pour les entreprises un moyen efficace de communication. Ces entreprises, elles peuvent utiliser Facebook pour se faire connaître davantage. Celui qui n'est pas, par exemple, à Cotonou et qui est à Parakou peut être informé. L'exemple que je vais donner, par exemple, je connais beaucoup d'artisans, en l'occurrence des stylistes, des couturiers, qui publient des tenues sur Facebook. Les gens sont intéressés, les gens arrivent à les contacter et pour en acheter. Et sur les réseaux sociaux, vous allez voir des publicités, par exemple, d'immobilier, où des gens publient des annonces juste pour attirer la clientèle, et les gens sont intéressés, ils les appellent et ils vont sur les lieux, voir l'article, apprécier
et payer. Je pense que les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, aujourd'hui, nous aident beaucoup. Et Facebook peut servir, par exemple, d'espion pour les entreprises. Lorsque vous êtes sur Facebook, vous devez essayer de vous contrôler au maximum. Parce que celui qui va vous recruter, avant l'entretien, peut commencer déjà par vous suivre à travers votre page, voir votre profil. Pour savoir ce que vous écrivez, on peut savoir qui vous êtes. Qui vous êtes, voir votre profil, vous suivre à distance. Et lorsque vous serez à l'entretien, il va vous poser des questions qui vont vous étonner. Lorsque vous allez mentir, lui saura que vous êtes en train de mentir. Donc, il faut faire vraiment attention. Le fait, en dehors de cela, le fait, par exemple, d'écrire des trucs sur Facebook, de publier n'importe quoi sur Facebook, on peut vous créer des problèmes après. Parce qu'on sait déjà quelle personne vous êtes. Quel genre de citoyen vous êtes. Donc, nous sommes aujourd'hui, notre vie est exposée sur Facebook. Nous avons des avantages à y être, mais nous devons nous contrôler au maximum pour éviter certaines choses. Gildas Tony Firmin vient d'étaler les avantages et les inconvénients, bien sûr, des réseaux sociaux sur l'individu. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que nous sommes vraiment dépendants ou sommes-nous des esclaves aux réseaux sociaux? Non, je crois que nous sommes à l'ère d'éthique. Oui. Et on ne pourrait fonctionner, on ne pourrait vivre aujourd'hui sans cet outil. Et comme il a su bien souligner, qui est à la fois bon et mauvais. Je crois qu'on doit faire simplement la part des choses. Savoir quoi écrire si éventuellement on est sur Facebook ou tout autre réseau d'ailleurs, même sur WhatsApp. C'est pas parce qu'on se cache derrière son clavier, on se met à insulter des autorités de la République, parce qu'on se dit on peut pas arriver quand même à identifier l'auteur. Je crois qu'on doit faire beaucoup attention. On doit beaucoup faire attention. On n'est pas esclave, mais c'est un outil, dans notre contexte, indispensable. Et quel serait l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux sur la vie de l'individu qui l'utilise, surtout le côté relationnel? Beaucoup d'impact. Hein? Oui. Parce que... Quel? Ça peut être professionnel, ça peut être conjugal, on ne sait pas. Les réseaux sociaux ouvrent l'ouverture, non, vers le monde entier. Ah oui. D'abord, ça permet d'avoir beaucoup d'amis. Et c'est déjà un avantage. Vous êtes au Bénin sans jamais peut-être avoir la chance de voyager sur Paris ou sur Londres. Vous avez des amis par le biais de ces outils-là. Donc c'est un avantage énorme. Moi, je suis dans l'enseignement et je sais ce que les réseaux sociaux m'apportent. Parce qu'avec cet outil, je suis arrivé à tisser des relations depuis mon petit coin du Bénin, avec des enseignants aussi qui sont à l'extérieur. Voilà. Et on s'échange beaucoup, par exemple, les fiches pédagogiques. Ouais. Alors aujourd'hui, quel usage est-ce qu'on fait vraiment de ces réseaux sociaux dans le contexte béninois? Vous avez commencé tout à l'heure à dresser un tableau, surtout au plan de l'actualité nationale, où tout le monde s'improvise finalement journaliste, parce que tout le monde relaie les informations à tout va. Qu'est-ce qu'on fait finalement des réseaux sociaux ici chez nous, Gilles Natson? Non, on fait beaucoup de choses avec. C'est pas... Est-ce qu'on va les citer tous? Mais moi, je crois qu'on fait beaucoup de choses avec. Ça permet de relayer, comme vous l'avez dit, l'information. Ça permet d'avoir l'information à temps. Moi, par exemple, les réseaux sociaux m'ont permis de suivre, minute par minute pratiquement, ou voir seconde par seconde, tout ce qui se passait à la Sénat l'autre fois. Hier, j'ai eu l'information, toujours par le biais des réseaux sociaux. C'est pas la dernière information que j'ai eue, c'est concernant le PAD, le parti Mouel. Donc, je crois qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons l'actualité pratiquement à temps. On n'attend plus le journal de la télévision, on n'attend plus 13 heures pour suivre le journal à la radio. On a l'information à temps, c'est un atout énorme. Maintenant, les inconvénients, ils sont nombreux. Oui, allez-y. Ils sont très nombreux en ce sens où les réseaux sociaux aujourd'hui détruisent à petits coups les foyers. Comment? Oui, parce que lorsque vous avez un petit souci avec votre conjoint dans le foyer, il met cela sur les forats où il est et les gens le conseillent dans le sens qu'ils veulent. Et s'il n'est pas lucide, très éclairé, il peut peut-être aveuglément vouloir mettre en pratique tous les conseils que les gens lui ont donnés. Ça détruit un petit coup les foyers. L'autre chose, puisque moi je suis dans l'enseignement, c'est surtout au niveau
de niveau de langue de nos apprenants aujourd'hui. Oui. Parce que vous savez, les textos, on les écrit comme on veut. Hein? Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a rien. On écrit simplement au son. Et ça, quand vous prenez les productions de nos apprenants aujourd'hui, cela se fait constater. Cela se fait constater. Donc, je remercie le gouvernement qui est en train de vouloir faire revenir la dictée encore au secondaire pour pouvoir corriger un tout petit peu cet état de choses. Donc, on peut se mettre à multiplier les inconvénients des réseaux sociaux. D'accord. Firmin Sossou, est-ce qu'on fait bon usage des réseaux sociaux sous nos cieux? Bon, ça dépend de ce que chacun de nous fait avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour des avantages bien déterminés. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour la distraction. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour faire du mal à X ou Y. Vous savez, ce que une mauvaise information peut causer dans une société, c'est énorme. Quand on balance une information, aujourd'hui, une information balancée sur les réseaux sociaux, que c'est comme une bombe. C'est vrai, à travers Facebook, vous pouvez publier et supprimer. Mais lorsque vous balancez l'information, ceux qui sont déjà connectés et qui voient l'information, ils prennent connaissance de cette information. Ils peuvent agir selon l'information que vous avez balancée. Quand c'est une fausse information, ça peut créer des problèmes au niveau de ceux-là, ça peut amener d'autres situations au niveau de la société. Maintenant, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui savent pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. C'est pour s'informer, c'est pour publier des informations utiles. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux juste pour savoir le comportement de telle ou telle personne aussi, pour savoir comment vivre aussi au sein de la société. Les réseaux sociaux ont des avantages et ont des inconvénients. En matière d'avantages, nous gagnons beaucoup parce que nous nous informons, nous savons les modifications qui interviennent au sein de la société, nous savons comment il faut faire pour ne pas tomber dans des cas d'escroquerie parce que les gens nous informent, nous sommes et on devient plus habile. Et à côté de cela, il y a beaucoup d'inconvénients également. On peut vous escroquer sur les réseaux sociaux si vous ne savez pas faire. On peut balancer des informations, par exemple, juste pour détourner votre attention. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se font du moins sur les réseaux sociaux. Et c'est à celui qui décide d'être présent sur les réseaux sociaux de choisir ce que lui veut faire sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui. La loi sur le numérique ne vient-elle pas pour cadrer tout ça? Oui. Au fait, nous sommes dans un pays où nous votons beaucoup de lois, mais c'est l'application qui pose problème. Oui. Aujourd'hui, avec la loi sur le numérique et la loi sur le code de l'information et de la communication, je crois qu'une application rigoureuse de ces deux textes de loi, par exemple, peut nous amener à nous contrôler beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut écrire tout ce qu'on veut juste pour se distraire, alors que cela crée des problèmes au niveau des foyers, comme le disait Gildas. Vous savez, vous avez peut-être un parent, ou bien c'est votre femme, on balance des informations sur elle, alors que c'est de fausses informations, ça fait mal. Moi, il m'est arrivé une fois de m'énerver vraiment, et ça là, c'était sur Facebook. Je n'ai jamais vécu ça, parce qu'on a écrit contre un parent sur Facebook. Et lorsque j'ai vu l'information, ça m'a tellement choqué. Ce n'est pas de mes habitudes de répondre aux gens, même si je dois répondre aux gens sur les réseaux sociaux, c'est avec courtoisie, les amener c'est-à-dire les amener à comprendre vraiment que ce qu'ils font, c'était mauvais. Mais ce jour-là, je me suis énervé et la réponse a été vraiment sèche. C'est vrai, la personne m'a rappelé pour présenter ses excuses, parce qu'on se connaît d'ailleurs, mais la façon dont c'était public, la façon dont il a traité le parent, ça m'a vraiment énervé. J'étais obligé de lui répondre pour lui montrer que ce qu'il fait, ce n'était pas normal. D'accord. Gildas Tony, elle a rappelé tout à l'heure le code du numérique. Les députés à l'Assemblée nationale, vu certainement les dégâts que peuvent causer les réseaux sociaux, ont pensé voter une telle loi. Est-ce que les Béninois en prennent vraiment conscience? Est-ce qu'ils savent qu'une telle loi existe et qui régule les différentes publications dans les différents forats, sur les différents comptes, les pages, ainsi de suite? Non, je ne crois pas. Vous savez, le propre de l'homme, c'est quand on ne punit pas, l'homme ne prend pas conscience.
il faut commencer par sévir. Une fois, deux fois, vous allez voir que tout le monde va se mettre dans les rangs. Mais si vous votez des lois et que l'application, peut-être pour des pesanteurs que je ne maîtrise pas, vous n'arrivez pas à mettre en application tout ce que dit la loi, ne vous attendez pas à ce que le citoyen lambda court en cette loi-là. Il faut sanctionner. C'est dans ce sens que je félicite un peu les forces de l'ordre qui, quand même, avec tout leur talent, tout leur dévouement pour la cause républicaine, arrivent quand même à mettre la main sur certains qui se réfugient derrière leur clavier, qui écrivent n'importe quoi sur les autorités de la République. Je le dis ici, par le biais de ce canal-là, un grand chapeau. Et de dire qu'il faut sensibiliser maintenant, il faut aller à la phase de sensibilisation correctement sur les médias pour que les Béninois comprennent que désormais, il y a des lois qui punissent les auteurs, les éventuels auteurs des écrits hors normes. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, Firmin Sossou, il y a certaines personnalités qui sont allées porter plainte au tribunal, qui ont assigné des gens au tribunal juste après avoir lu des posts sur eux, des posts diffamatoires. Cela signifie que la loi fait des dégâts par endroit. Oui, la loi fait des dégâts par endroit et je pense que les auteurs de ces publications doivent savoir désormais qu'il y a des tests de loi qui existent sur la publication des informations sur les réseaux sociaux et qu'ils doivent faire vraiment attention. Parce que lorsque vous publiez une information et que c'est de la diffamation, la personne peut vous poursuivre. Avec le code de l'information et de la communication et la loi sur le numérique, aujourd'hui, on peut vous poursuivre devant les tribunaux et vous allez faire la prison. Vous allez faire la prison. Parce que d'abord, avouons-le, en ce qui concerne les journalistes, il y a notre code de déontologie. Et il y a toute une formation d'abord. De l'information. Voilà, il y a toute une information que nous suivons d'abord avant de commencer par écrire. Donc on sait ce qu'il faut faire. Mais les citoyens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont la facilité. Ils ne mesurent pas les conséquences des publications qu'ils font. Donc si les gens se sentent diffamés, ils peuvent vous poursuivre. D'accord, ils peuvent vous poursuivre devant les tribunaux. Et je pense que commencer par le faire, ce n'est pas faire du mal, mais c'est contribuer à l'éducation des gens. Parce qu'on peut éduquer, d'accord, par des punitions. On peut éduquer par des punitions. Lorsque les gens, on va assigner certaines personnes et d'autres seront informés de ce qui s'est passé, d'autres seront informés des condamnations. Ils vont commencer par prendre conscience de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer par comprendre que la vie privée des autres constitue vraiment quelque chose à préserver et qu'il ne faut pas quand même exposer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux, diffamer, injurier les gens. Non, c'est des comportements à décourager. Et je crois que l'État, en dehors de la sensibilisation, c'est avec des actes de répression qu'on peut arriver à corriger les gens. Assigner quelqu'un qui vous a diffamé, qui vous a insulté, qui a publié de fausses informations sur vous, je pense que c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Il faut être dans le cas pour comprendre ce que ça fait comme mal, quoi. Ce que ça fait quand on publie de fausses informations sur vous. Vous savez, par exemple, pour une fonction politique. Voilà, c'est tout ça. Par exemple, un ministre, c'est vraiment facile de publier sur un ministre qui a eu à gérer les affaires de l'État. C'est vrai, quand l'information est vraie, ça contribue à la bonne gouvernance. Mais lorsque vous publiez, par exemple, une information sur quelqu'un qui a géré les affaires de l'État, mais qui en réalité n'a pas détourné, qui en réalité n'a pas fait de copinage, mais vous, juste parce que sa personnalité ne vous plaît pas, juste parce que vous avez eu des problèmes avec lui, ou bien quelqu'un d'autre a eu des problèmes avec lui au plan politique et vous a utilisé, et vous pensez que écrire de telles informations peut créer des ennuis à cette personnalité, vous publiez l'information. Je crois que ce que vous lui faites comme du mal là, ce que vous faites comme du mal à cette personnalité, vous-même, vous ne vous rendez pas compte, mais son entourage prend un coup. Voilà. Tous ceux qui l'entourent, ils prennent un coup. Mais pour corriger ce que vous avez fait, il serait vraiment difficile de corriger ça. Voilà. Il serait vraiment difficile parce que l'information qui est balancée, comme je le disais, c'est comme une bombe. Lorsque vous lancez l'information, tous ceux qui sont connectés, ils sont informés. Vous retirez peut-être l'information, mais ceux-là sont déjà informés. Voilà.
Gildas Tony, comment est-ce qu'on peut profiter des réseaux sociaux, surtout en période électorale? Profiter des réseaux sociaux en période électorale. Ce serait difficile pour moi de répondre à cette question, hein, parce que l'angle de vue que vous avez, je ne perçois pas bien l'angle de vue. Gildas Tony, vous savez que en tant qu'acteur politique, par exemple, les gens ont besoin de communiquer. Et dans la communication, on peut véhiculer toutes sortes d'informations, soit pour calomnier l'autre, soit pour faire passer ses propres convictions, ses propres messages. Est-ce que les réseaux sociaux, dans cette période-là, ne constituent pas une manne, j'allais dire un trésor, pour les hommes politiques? Non, pas forcément. Non. Je dirais non à cette question parce que vous avez su bien faire la part des choses. On peut calomnier aussi. Donc, lorsque vous avez un adversaire politique qui veut vous détruire par le biais des réseaux sociaux, vous savez, il y a des gens qui sont même commis pour cette tâche-là, hein, peut-être avec quelques billets couleur rouge ou couleur verte. Ils acceptent de prendre des risques énormes juste pour dire des choses qui ne tiennent pas, salir l'image d'un éventuel candidat qui peut-être constitue un handicap pour un autre. Et ils prennent ce risque-là. Donc, je crois qu'en période électorale, c'est encore plus difficile, très difficile, parce que l'adversaire peut facilement prendre par les réseaux sociaux et détruire totalement son challenger. Donc, et comme en politique, on donne des coups souvent, ça peut constituer vraiment une arme. Bien sûr, fatal pour certains et ça peut être fatal pour certains et au même moment être vraiment un atout pour d'autres. Parce que juste avec une petite information, tout le travail abattu sur le terrain peut être noyé. Juste avec une petite information. Il suffit que vous ayez peut-être la malchance que l'on relaie massivement à une certaine hauteur l'information et puis le travail abattu sur le terrain prend directement un coup. Alors justement, restons dans cette période électorale. Est-ce que vous pensez qu'un homme politique peut aussi tester sa popularité, faire des sondages sur le terrain avec des réseaux sociaux? C'est bien possible. C'est bien possible parce que c'est aussi, oui, c'est bien possible parce que avec le nombre que nous faisons actuellement utilisant cet outil de communication, on peut bien tester sa popularité par les réseaux sociaux. Même si les résultats, comme vous le savez, ne seront pas sans faille. Parce qu'on peut, devant un questionnaire, répondre parce que justement, on veut faire plaisir à la personne. Oui. Cela ne veut pas dire directement que du fond du cœur, on porte cette personne-là. D'accord. Firmer ce soir en période électorale, les réseaux sociaux constituent une bombe, des armes vraiment fatales. Dans certains pays même, on coupe les réseaux sociaux le jour du scrutin ou peut-être quelques heures avant et après aussi, on peut peut-être remettre les réseaux sociaux sous nos cieux. On ne le fait pas forcément. Mais comment éviter justement des crises en période électorale avec ces outils que nous avons à notre disposition? Vous savez, comme on le disait au départ, les réseaux sociaux ont des inconvénients, mais ont des avantages. En ce qui concerne, par exemple, les violences en période électorale, on peut quand même, par les réseaux sociaux, informer les populations et les ramener à la situation normale. C'est-à-dire, là où il y a, par exemple, des troubles, on peut, à travers les réseaux sociaux, communiquer. Ça dépend de ceux qui envoient les informations et quel genre d'informations ils envoient. Sur quelque chose qui se passe, par exemple, dans une localité donnée, on peut balancer juste des informations sur les réseaux sociaux, commencer par sensibiliser les gens, conscientiser les gens. Et ceux qui sont connectés dans cette localité vont apprendre ces informations et s'approcher de ceux qui créent des actes de vandalisme et autres là, pour les informer, dire telle chose que vous êtes en train de faire, c'est pas bien, tout le monde est informé dans le pays, c'est pas bien, ça ne nous honore pas, et ceux-là peuvent changer. On peut juste à travers les réseaux sociaux informer par exemple le maire d'une localité donnée qui n'est pas peut-être présent sur son territoire, on peut l'informer et il peut descendre et agir comme cela se doit et corriger. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous passer des réseaux sociaux et surtout pour les hommes politiques. Les réseaux sociaux constituent une arme vraiment efficace. C'est vrai, on peut utiliser les réseaux sociaux pour détruire la carrière politique, la vie politique d'une personnalité. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui vous permettent de savoir, d'informer vos citoyens, surtout en ce qui concerne les personnalités politiques qui administrent les communes. Quand vous êtes par exemple un maire, vous pouvez communiquer avec vos administrés à travers les réseaux sociaux et les informer de façon instantanée à travers les réseaux sociaux.
Lorsque vous êtes une personnalité politique et que vous avez des activités politiques, vous pouvez informer vos militants. Maintenant, ça dépend de quel genre de période électorale. Quand nous sommes, par exemple, quand je prends le cas des élections présidentielles, les réseaux sociaux deviennent des outils plus efficaces. Parce que quand c'est une élection présidentielle, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire un candidat qui est candidat et qui est une personnalité qui est candidat à une élection présidentielle, c'est-à-dire il est candidat pour tout le Bénin. Toute une information que vous balancez sur lui, sur les réseaux sociaux, est répandue sur toute l'étendue du territoire national et ses électeurs sont sur toute l'étendue du territoire national. Mais quand je prends par exemple le cas des élections législatives, c'est une élection de proximité. L'information que vous balancez, c'est vrai, tout le monde est informé sur les réseaux sociaux, tout le Bénin est informé, mais c'est son électorat qui est le plus concerné par l'information. En ce qui concerne les sondages, ou bien tester sa popularité sur les réseaux sociaux, ça entre aussi dans ce cadre. On ne peut pas, bon, à mon avis, faire un sondage, par exemple, à travers les réseaux sociaux, en ce qui concerne les élections législatives ou bien les élections communales et locales, ce n'est pas efficace. Parce que vous allez publier, par exemple, l'information ou bien faire le sondage, les gens vont voter pour telle personne parce qu'ils maîtrisent la personne, ils l'apprécient bien, mais ils n'iront pas là-bas le jour de l'élection pour voter pour lui. Des gens, pour quelqu'un par exemple qui est dans la 6e circonscription électorale, lorsque vous faites un sondage sur quelqu'un qui est dans la 23e ou dans la 18e, des gens qui sont ailleurs peuvent voter pour lui. Et vous allez, vous aurez l'impression que beaucoup de personnes ont voté pour le candidat, donc le candidat a une popularité, alors que ce n'est pas une réalité. Sur les réseaux sociaux, par exemple, lorsque vous lancez par exemple un message qui concerne les élections communales et locales, ces élections concernent seulement ceux qui sont dans la commune, dans cette commune. Donc quelqu'un qui, par exemple, qui admire la personnalité peut voter pour cette personne, alors que le jour même, ceux-là n'auront pas la possibilité de voter. Donc, en ce qui concerne les élections législatives et les élections locales et communales et locales, elles constituent des élections de proximité où on ne peut pas tester sa popularité à travers les réseaux sociaux. Mais quand je prends le cas des élections présidentielles, on peut bien le faire parce qu'il s'agit d'une élection qui concerne tout le Bénin, tout le territoire national. Donc, on peut tester la popularité parce que si aujourd'hui, avec Facebook, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité. Ce que je dis, ça peut aussi se faire en ce qui concerne les élections législatives, mais sur une page Facebook sponsorisée, par exemple, où vous arrivez à cibler rien que des personnes qui résident dans une circonscription donnée, ou bien des personnes qui sont originaires d'une circonscription donnée et que dans une certaine mesure, vous avez la certitude que ceux-là ont pris leur carte d'électeur dans cette zone et qui seront vraiment... Facebook peut vous aider à cibler des couches socio-professionnelles. Avec une page sponsorisée. S'adresser directement à cette couche-là. Voilà, je prends par exemple le cas des enseignants. Si vous demandez à Facebook de vous sélectionner des enseignants résidents ou bien des enseignants qui résident dans telle localité, Facebook va sélectionner à travers leur profil ces enseignants. Et là, vous pouvez balancer l'information seulement à ceux-là. Ils auront l'information, ils vont agir suivant ce que vous donnez comme consigne. Très bien. Gildas Tony, parlant justement de crise en période électorale, il y a un grand piège et un grand risque aussi pour le peuple béninois. Le code électoral interdit la publication des résultats, fût provisoire, soit-il ces résultats-là, avant la Sénat et encore la Cour constitutionnelle. Mais avec WhatsApp, Facebook et les autres types de réseaux sociaux, le jour du scrutin, les gens peuvent être facilement tentés de faire des captures pour, par exemple, la délibération. Lorsqu'on marque ça au tableau, les gens peuvent être tentés de prendre des images, de publier, et ça peut après amener certaines personnes à se soulever lorsque les résultats sortent au plan national et on n'est pas d'accord. Ça peut amener certaines personnes à se soulever. Comment est-ce que les autorités peuvent vraiment réussir à réguler l'usage, à restreindre vraiment l'usage de ces réseaux sociaux-là, le jour des élections, par exemple? Je crois que ce serait très compliqué. Compliqué en ce sens où, vous savez, la délibération est publique. Ça se fait au vu au su de tout le monde. Oui. Ce n'est pas dans une salle, ça se fait en plein coup comme ça. Et normalement, on ne devrait pas accéder au centre de vote avec des téléphones, normalement. Non, à la fin.
À la fin, oui, lorsqu'on ferme les urnes, on délibère devant le public. Oui. Alors, comment vous pouvez contenir tout ce public-là et demander peut-être à 300, 200 personnes leur interdit, leur portable? Ce serait difficile, hein? Moi, je crois que seuls les techniciens avertis, les experts en la chose, peut-être peuvent donner des apports de solutions. Sinon, à ma petite expérience de la chose, je trouve que ce serait très difficile. Parce que si on faisait la délibération dans les salles, je comprendrais. On pouvait peut-être contrôler l'entrée. Mais ici, maintenant, c'est dans la cour. Puisque nous faisons souvent les élections dans nos écoles. Oui. C'est dans la cour. Vous voyez, c'est dans la cour, on dit tel candidat, tant pis, a eu tant. Et du coup, on ne peut pas contenir la foule. Donc, pour moi, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais à mon entendement, c'est très difficile d'empêcher la population d'avoir les images. Surtout, à la fin, on met sur les petits tableaux le score engrangé par chacun des candidats. Voilà. Donc, je trouve que ce serait très compliqué. Firmin Sossou. Non, je crois que la publication des résultats sur les réseaux sociaux, cela a beaucoup plus d'avantages selon moi que d'inconvénients. Ah bon? Oui. L'avantage aujourd'hui, c'est de contribuer à la transparence. Lorsque... Oui, mais après, la Sénat, compte tenu de certaines preuves, peuvent décider d'invalider des scrutins dans certains postes de vote, vous le savez. Vous savez, lorsqu'on publie les résultats sur les réseaux sociaux, oui, tout le monde est informé de ce qu'il y a eu comme résultat dans tel bureau de vote, dans tel bureau de vote. Oui, mais tout le monde n'est pas informé des irrégularités éventuelles. Lorsqu'il y a des irrégularités, lorsque la Sénat invalide des voix, il y a toujours des justifications. Lorsque cela arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, c'est après considérant des considérants. Donc, c'est toujours justifié. La seule chose à faire, à mon avis, c'est de sensibiliser les populations pour qu'elles savent que lorsque une institution comme la Sénat ou bien la Cour constitutionnelle annule les résultats, c'est toujours après des preuves établies. C'est toujours selon ce qu'il y a eu comme irrégularité. Donc, des soulèvements parce qu'on a déjà vu sur les réseaux sociaux tel résultat et que cela a été modifié ou bien des voix ont été annulées. Je pense qu'il s'agit de sensibiliser les populations parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des outils que nous utilisons pour notre propre développement. Oui. Empêcher les gens de les utiliser, d'abord empêcher, moi, je vois que cela participe à la tricherie, à la fraude. On ne peut plus aujourd'hui empêcher les gens de publier ces résultats à la fin d'une élection. On doit publier parce que c'est ce qui a été constaté comme résultat. Parce que ceux qui ont même sinon ceux qui ont noté les voix, ceux qui sont des agents de bureau de vote et qui ont eux-mêmes ils ne maîtrisent pas tout ce qu'il faut. Mais si c'était si facile à publier, pourquoi on interdit aux médias de le faire? Non, au fait, aujourd'hui, les médias, on interdit aux médias de le faire parce que... le jour des élections, la télévision n'a pas le droit de relayer les résultats. La radio non plus, la presse écrite non plus. Non, vous savez, quand il s'agit des médias, c'est le plus souvent le regroupement de tout ce qu'il y a eu comme voix dans une localité, c'est-à-dire la sommation. C'est un peu plus la sommation. Si c'est juste dans un bureau de vote, on publie pour savoir que tel parti a eu tel ou non. Mais au niveau des médias, on l'interdit parce que ça donne directement les tendances. On fait un regroupement de nombre de voix et on publie dans les journaux. On a déjà, d'office, on sait qui est en tête, qui n'est pas en tête. Mais ce que je dis, ça concerne par exemple les bureaux de vote de façon individuelle. Quand on publie le résultat de vote d'un bureau donné, cela, moi, à mon avis, ça ne pose aucun problème. Mais faire la sommation pour donner déjà les tendances, pour dire que c'est telle personne et parti qui est en tête, c'est ça qui est mauvais. Très bien. En 30 secondes, Gilda Astoni, quelles sont les perspectives pour le Bénin en matière de préservation de la paix, surtout dans un contexte où les médias sociaux, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de l'ampleur. Sous notion, on n'a pas encore vraiment connu le développement de Twitter et d'autres réseaux sociaux, mais ça vient. Comment peut-on continuer à garder le calme dans un contexte pareil? Non, je crois que c'est déjà ce que vous faites ici, c'est de continuer par sensibiliser. Continuer par sensibiliser les populations pour les risques éventuels que cela pouvait amener. Donc nous resterons dans la phase de sensibilisation, chacun à son niveau, dans son secteur d'activité, dans son milieu de vie. On va continuer par sensibiliser nos frères
C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Gildas Tony. Vous êtes un acteur politique. Merci d'avoir été sur ce plateau, membre fondateur de l'Union progressiste, enseignant donc. Et puis, Firmin Soussou, vous êtes journaliste. Merci d'avoir été là sur ce plateau.